Depuis très longtemps, j'avais un rêve. Un rêve inaccessible, presque comme tous les rêves en somme. Je ne sais pas trop comment ce rêve est né, mais toujours est-il que les images sont là, furtives, floues, revenant de temps en temps. La vie continue, bien réelle, concrète avec ses occupations de chaque jour, mais de temps en temps le rêve m'interpelle. Il revient sans crier gare par surprise. De temps à autre, je vais à l'ordinateur. Il se fait alors complice de mon vagabondage. Un jour, presque par hasard, une annonce m'attire. Une annonce qui semblerait banale, somme toute. Une annonce venant de Bretagne. À vendre, à Plomeur, dans le Morbihan. Ah, Serait-ce mon rêve qui me fait signe, qui se trouve à portée de main? Une étincelle jaillit, un espoir fou, subit, m'envahit. Je me lance. J'ose. Je téléphone. 06 75, ouais, un numéro ordinaire. Un Breton au bout du fil. Marc Le Gall, dit-il. Rien de plus normal pour une annonce venant de Bretagne. Il me propose de le rencontrer. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà, le piège se révèle. Il n'est pas du tout en Bretagne, ni même en France. Il est loin, très loin, à l'autre bout de l'Europe, tout au bout de la Roumanie. C'est la stupéfaction, le désespoir, tout s'écroule. Cela paraissait si simple, la Bretagne. Mon rêve restera donc à l'état de rêve, je ne l'atteindrai pas. Non, je n'irai pas là-bas tout au bout de l'Europe. Cela me paraît inaccessible. Dommage. Je garderai au fond de moi ces images qui me font tant rêver. Mais je sens bien tout en pensant cela que lui seul, ce Marc, peut m'aider, que la solution est là. La Roumanie. J'y suis déjà allée. Ce sont des copains qui m'ont emmenée. J'étais prise en charge, guidée. J'ai découvert un pays surprenant, ne correspondant pas du tout à ce que l'on raconte. L'insécurité, les Roms, la malhonnêteté. Il est vrai que nous ne sommes pas allés dans les grandes villes. Bien au contraire, j'y ai trouvé un pays accueillant, même dans les marchés de Rome. Des gens gentils, paisibles. Mais là, aller à cette rencontre, c'est tout à fait autre chose. Il faut que je parte seule, vers l'inconnu, une aventure sans filet. Où loger pendant un mois? Comment y vivre? Il m'a dit de le retrouver dans une ville qui s'appelle Radaost, tout à fait au nord-est de la Roumanie, tout contre les frontières de l'Ukraine et la République moldave. Je cherche cette ville, je ne la trouve pas. Où est-elle? Bien sûr, cela s'écrit Radoti. Je me lance dans une véritable enquête, des mails, des communications téléphoniques, un jeu de questions-réponses. J'ai l'impression de le harceler, ce pauvre Breton, mais il répond toujours présent à toutes mes questions. Finalement, je suis obligée de me rendre à l'évidence. Il est sympa, a l'air honnête. J'ai des renseignements positifs à son égard. Ça y est, j'y suis. Le moment fatidique est arrivé. Je vais tenter l'aventure. Il fait beau, un peu frais. Le ciel est clair. Tout est encore endormi. Cela me rappelle mon enfance quand nous prenions la route avec mes parents pour les grandes vacances. Je pars fébrile. Heureuse et inquiète à la fois, que vais-je trouver au bout de l'Europe? 3500 kilomètres, 3 jours à traverser la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. Je rentre en Roumanie. Il faut maintenant traverser tout le pays, passer les Carpates, aller à l'autre extrémité tout à fait au nord-est. Les paysages sont toujours aussi magnifiques, mais je poursuis ma route sans vraiment en profiter, tant il me tarde de retrouver mon breton.
Pourtant, je ne résiste pas au plaisir de faire des photos, comme les touristes. Or, ceux-ci se font de plus en plus rares. Il n'y en a plus, seulement des Roumains. Un peu plus loin, c'est un enterrement, avec le mort à qui ils font faire, suivant la coutume orthodoxe, et pour une dernière fois, le tour de son village. Et puis, il y a tous ces marchés que nous avions connus lors de notre premier voyage. Je m'y promène tranquillement et personne ne m'importune. On peut y faire ses courses sans aucune embrouille. Avec une grande soif de curiosité, je fais encore des photos, sans que cela ne semble gêner personne. Je suis quand même surprise par ces démonstrations de performance des chevaux à vendre. Ceux-là sont plus paisibles. C'est un marché ordinaire, comme tous les dimanches matins. Eram cu Iuri și cu Sorin. Și m-am angajat pe duce la turiști. Îmi trăgeam cu tâi, cu cai, aveam doi cai roși. Cum se par oamenii veseli sau se par mai triști? Je me sens vraiment loin, très loin, tout au bout de l'Europe. Mais il ne faut pas trop s'attarder, sinon je n'atteindrai jamais mon but. Je dois aller à Radoti, enfin Radaost. Aussi je poursuis ma route. Voici un lieu de toute évidence touristique.
Une mine de sel désaffectée, une mine de sel ouverte aux visiteurs. J'y pénètre et commence à descendre, à m'enfoncer sous terre. L'odeur se fait de plus en plus pressante, une odeur âcre, pénétrante. Tout à coup, je me retrouve dans une chapelle. La chapelle Sainte-Varvara, la patronne des mineurs roumains pour les catholiques, à 29 mètres sous terre. Je continue à descendre, petit à petit, mes yeux s'habituant à l'obscurité, je fais des découvertes vraiment surprenantes. Une autre chapelle, orthodoxe celle-ci, entourée de sculptures taillées dans les parois. Une piscine d'eau salée. Une salle de bal. Il paraît qu'autrefois les familles des mineurs venaient leur rendre visite le dimanche, puis remontaient à l'extérieur, les laissant à leur travail dans les profondeurs de la terre. Puis ce fut le tour des curistes et du beau monde de la région. Ne suis-je pas en train de rêver? Non, tout cela ne se fait plus. C'était autrefois, du temps de l'exploitation de la mine. Je poursuis ma descente dans les entrailles de la terre. Je suis de plus en plus intriguée. Au loin, du bruit, des sons, des rires, des cris. Et là, tout au bout, un terrain de volley. Des balancelles, les Roumains sont là heureux, tout au fond de la terre, avec cette odeur omniprésente, alors que dehors, à la surface, il y a un soleil radieux. Ils sont là, dans la pénombre, sereins. Ils peuvent même prendre un abonnement pour descendre régulièrement. En fait, si, ça continue. C'est toujours un lieu de divertissement. J'ai grand plaisir à remonter à la surface à l'air libre. Une fois à l'extérieur, à se demander si ce n'était pas un rêve. Astae, c'est comme ça. Et toujours pas de breton. Je continue ma route. Je suis bien fatiguée, éprouvée par tant de kilomètres et d'émotions. Je décide d'aller dans un monastère pour demander asile. Une fois encore, je me retrouve dans un autre monde, en dehors de toute réalité. Un monde magnifique, confortable, calme, que rien ne semble troubler. Un monde feutré, fait de silence, recueillement et chuchotement.
Je me promène dans ce village, des habitations de religieuses. Je ne vois personne et pourtant, la vie transparaît à travers les jardins, les odeurs. Le soir tombé, les énormes portes en bois se referment. Elles ne rouvriront que le lendemain matin. Je vais donc y passer la nuit. Le monde, avec toute son agitation, ce monde que je crois réel, ne peut plus y pénétrer. Suis-je encore dans la réalité ou dans un monde parallèle? Cela fait-il partie de mon rêve? Le lendemain matin, dès 6 heures, je suis réveillée par la liturgie lancinante des nonnes, retransmise en sourdine par des haut-parleurs. Une religieuse me sert un petit déjeuner peu conventionnel, mais royal. Astaï, c'est comme ça. Je ne dois pas perdre de vue mon but, retrouver Marc. Tout à coup, au bord de la route, du bruit, des machines à bois, un atelier avec des ouvriers qui travaillent. Je m'arrête. Cela doit être là. Je pousse la porte. Du bois. Une odeur que je connais bien. Quelle surprise! Encore une fois, j'entre dans un autre monde, un monde auquel je ne m'attendais pas. Un monde fait de petites maisons en bois entièrement sculptées. Et pour qui ces petites maisons? Voilà ce que je voulais retrouver sur chaque pièce. Un travail unique, un travail précis qui est fait de façon complètement artisanale. Donc on arrive à une coquille Saint-Jacques dans les 3 dimensions et en fait qui vont servir de porte-clés pour les gens qui font les pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui est cet homme qui parle français? Eh bien voilà, je m'appelle Jacques Solé. Ici, nous sommes dans la région moldave de Roumanie, dans le nord-est de la Roumanie, entre Piatra-Neamț et Suceava, à 150 km de l'Ukraine et à 100 km de la République moldave. Que fait-il ici? On a fait un concept d'éco-refuge pour les pèlerins qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-Velay Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on a créé un habitat spécifique pour que les haltes de chaque pèlerin soient le plus agréables possible, mais restent dans un esprit rudimentaire du pèlerin. En fait, c'est un produit pour la France. Alors pourquoi le faire ici en Roumanie? Nous sommes dans la région de Roumanie où on a la chance de trouver pratiquement toutes les essences de bois, du Douglas, que du chêne, que du merisier, que du noyer. Et j'ai trouvé des gens avec un savoir-faire qui n'existe plus en France. Les compétences en France, je ne les trouve plus. On arrive à trouver des gens qui sculptent encore le bois, mais beaucoup de façon mécanique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est du travail à l'ancienne, au ciseau à bois, le véritable travail du bois et le toucher de la matière. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Ici, j'ai tout. Ici, j'ai aussi bien des gens qui sculptent que des gens qui tournent le bois, que des gens qui travaillent de façon ancienne et qui travaillent de façon extraordinaire le bois. Allez, on visite? Donc voilà, nous sommes dans l'atelier où nous faisons toutes les transformations du bois, de la 2e, 3e transformation du bois, où on passe par le rabotage, le dégossissage, la menuiserie qui se fait au fond, et ici tout le montage. Donc on va avancer un petit peu, je vais vous montrer tout le travail du fer. Voilà, ici vous avez les forgerons qui travaillent.
Et les ouvriers sont tous roumains. Je suis venu en Roumanie pour essayer d'aider les gens. Donc moi, chaque ouvrier a un salaire qui correspond au double ou au triple de ce qui se pratique dans la région. Parce que je préfère avoir formé des gens à une exigence occidentale et à les payer correctement pour qu'ils aient une vie décente et qu'ils puissent vivre correctement. C'est donc du travail qui est apporté aux Roumains pour un marché européen? Voilà, tout à fait. Je préfère leur apporter du travail et je préfère les former sur ce qui va être leur vie future parce que aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes veulent aller à la faculté, veulent des diplômes qui n'ont pas forcément de valeur en Roumanie. Et d'avoir un savoir-faire, comme on vient de voir à l'atelier, de sculpture, de peinture, de tout ça, va leur permettre d'avoir un potentiel de travail dans l'avenir qui est très très intéressant. Décidément, je vais de surprise en surprise. Asta est, c'est comme ça. Me voilà tout à fait au nord, dans cette grande plaine moldave. Cette fois, afin de ne plus m'égarer, m'attarder, je vais me faire aider par le GPS avec l'adresse que Marc m'a donnée. Strada Putney, 136, 725 400, Radouti. Le panneau m'annonce cette fameuse ville tant espérée, Radouti. Très sérieusement, je suis les indications du GPS. Tourner à droite, tout droit, à gauche, prendre la prochaine rue. Pas la moindre trace d'entreprise. Tourner à droite, prendre le chemin. Mais c'est bien une rue que je devais prendre, pas un chemin. Un chemin? Et quel chemin? À peine praticable. J'avance au pas. Au loin des restes de kolkhozes, bâtiments lourds de souvenirs dans ce pays. Des kolkhozes en ruine paraissant vides de toute vie. Oh, surprise! Parmi ces ruines, un bâtiment m'est familier. C'est celui qui est sur le site informatique de Marc. Je le reconnais, c'est le seul qui paraît occupé. J'aperçois un bateau, si loin de toute mer, un bateau, un indice pour retrouver un Breton. Bien sûr, il est là, loin de sa Bretagne, mais bien chez lui au fin fond de la Roumanie. Peut-être rêve-t-il d'océan et de vagues. Ouf! Je suis enfin arrivée et je l'ai retrouvé. Donc je m'appelle Marc Le Gall, je suis breton d'origine, émigré en Roumanie depuis pas mal d'années. Et puis je suis sur un bateau au fin fond des Carpates. La première fois que je suis venu en Roumanie, je suis venu avec un Congolais. J'ai connu un Congolais qui parlait roumain parce qu'il y avait des accords entre le Congo et la Roumanie à l'époque du communisme. Et lui, il avait fait ses études à Brașov. Et il parlait roumain couramment. Moi, je ne parlais pas un mot, je n'avais jamais mis les pieds ici. Et donc, il savait, enfin, il connaissait un gars qui faisait des meubles près de Brașov. Et donc, ça m'intéressait. Et après, j'ai monté un atelier de restauration de meubles ici. Et puis après, j'ai monté cet atelier de roulotte avec Yulia, qui m'aide bien dans ce travail-là, quoi. Il a fallu venir jusque-là, au bout de l'Europe, pour qu'enfin mon rêve puisse prendre forme. Une roulotte tzigane. Je l'ai imaginée,
dessiner, visualiser parcourant la campagne. Une roulotte proche de la tradition tzigane, une roulotte qui fasse rêver, des lignes, des matériaux, du bois, du zinc, des couleurs, des décors, la liberté, le mystère. En France, les gitans, les romanichels, les manouches, les gens du voyage étaient des grands constructeurs de roulottes, avec un style différent suivant la région. Des ponts du château, des lasneaux, des verdines, devenant des références. Mais voilà, l'insolite dans tout cela, c'est que, traditionnellement, en Roumanie, on ne construisait pas ou peu de roulottes. C'était pour la plupart des chariots bâchés. Alors pourquoi la Roumanie ? Je suis venu ici pour faire plutôt des roulottes. À l'origine, c'est pas un chantier naval, hein. C'est un atelier de roulottes. Donc on fabrique des roulottes depuis 7-8 ans là maintenant. C'est un marché pour la France et puis pour l'Europe aussi, parce qu'on en a vendu en Autriche, en Belgique. C'est un petit marché, mais qui marche bien, quoi, qui fonctionne. Mais quel intérêt à s'installer en Roumanie ? Les avantages, c'est la connaissance du bois des gens ici, c'est le prix de la main-d'œuvre qui est quand même moins cher qu'en France, c'est les travaux qu'on ne trouve plus en France, les sculpteurs, le travail du zinc, c'est beaucoup de spécialités locales qu'on exploite, quoi, hein. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire en France au niveau de la précision du travail et du temps à passer. On ne pourrait pas se permettre ça en France maintenant, quoi. C'est trop cher, quoi. J'ai rencontré une Roumaine avec qui je me suis associé pour faire les roulottes. Et elle s'occupe de tout ce qui est gestion comptable et gestion de l'atelier. Parce qu'il y a quand même une quinzaine de personnes, donc c'est pas simple non plus, quoi. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut en Roumanie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, on ne trouve pas dans les magasins, on ne trouve pas au niveau déco et au niveau matériel, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Et ici, les garanties, c'est pas encore tout à fait au point, donc c'est beaucoup plus simple Enfin, c'est pas que c'est simple, mais c'est plus logique d'acheter ça en France plutôt qu'acheter ça ici, quoi. Donc, ce qui fait que je suis obligé d'y aller en voiture et de revenir en voiture avec ma voiture remplie de matériel français. Moi, je suis toujours en vadrouille. Moi, je passe à peu près 8 à 10 jours par mois en France pour livrer les roulottes, pour voir les clients, Je vais surveiller la construction. J'ai bien l'intention de rester ici le temps qu'il faudra. Je ne repartirai que lorsqu'elle sera terminée avec mon rêve sous le bras. Mon premier souci est de trouver un logement. Marc et Julia me prennent en charge, hôtel, restaurant. Bien sûr, c'est confortable et très aimable, mais je préfère un logement indépendant, vivre parmi les Roumains. On me propose une chambre d'ouvrier dans une station d'essence désaffectée. Une chambre insalubre, d'une saleté repoussante. Au rez-de-chaussée, un recoin avec une gazinière et une machine à laver, en colocation avec des souris. « Revenez dans 2 heures, tout sera remis en état », me dit le propriétaire. À mon retour, tout est impeccable. Incroyable. C'est ainsi la réactivité roumaine. On fait avec ce que l'on a, au mieux. L'environnement, lui, n'a pas changé. Je suis au milieu d'un cimetière de camions. Astaï, c'est comme ça. C'est l'heure de se lever, il est 7 heures. 8 heures, je suis à l'atelier. Tout le monde est là. 12 ouvriers, tous de la région. Aucun ne parle français. Ici, pas de plan. Des bouts de papier avec quelques mesures. Un croquis seulement. Tout se fait à la demande. Quel que soit mon souhait, une solution est trouvée, même surprenante. Toujours la même réactivité. Tous travaillent pour moi. Je suis surprise par cet ordre, cette propreté et cette organisation. Il est vrai que Julia est une Roumaine qui dirige avec énergie son entreprise. Dire qu'elle a acheté ce bâtiment à l'État, bâtiment dans lequel, pendant son enfance, sous le régime de Ceausescu, elle était obligée de venir travailler 1 jour par semaine.
belle revanche sur ce passé douloureux. L'ossature s'assemble déjà sur le magnifique châssis qui vient d'être livré. Il arrive de Pologne, où il a été fabriqué selon mes instructions. Ah oui, il faut que je vous dise que ma roulotte devra pouvoir rouler tractée par 2 gros chevaux pour être une vraie roulotte. Il me faut donc un châssis plus élaboré que ceux faits par Marc. Avec son accord, il dit oui une fois de plus. Je me suis alors adressée à Silvio, un spécialiste du matériel d'attelage. Silvio Maninceda est d'origine sarde. Il habite en Alsace. Il est importateur et travaille avec des entreprises polonaises. Les Polonais sont devenus les maîtres à l'heure actuelle pour la construction de voitures hippomobiles en tout genre, carrosses, calèches. Aujourd'hui en France, vous avez pratiquement plus de fabricants, et les fabricants qui existent encore ne font que quelques modèles, mais d'une façon marginale, et à des coûts qui sont quand même beaucoup plus importants que ce qu'on peut trouver en Pologne. Les Polonais sont devenus spécialistes dans la voiture d'attelage. Il faut s'imaginer une grande serrurerie où les voitures sont faites d'une façon, j'allais dire presque artisanale, dans son ensemble. C'est-à-dire que chaque demande, même si elle est un petit peu spécifique, pour moi c'est un challenge. C'est réaliser quelque chose qui ne se faisait pas auparavant. Ou alors améliorer quelque chose et puis le faire au goût du client parce qu'il ne le trouve pas ailleurs. Une fois réalisé, le châssis a été transporté jusqu'à Radaost en traversant la Hongrie. Le transporteur, lui aussi breton, refusant de passer par l'Ukraine. Et oui, encore un breton qui vit en Roumanie. À son arrivée, les roues créent l'admiration dans l'atelier. C'est magnifique. La construction de la caisse avance à bon rythme. Construction rendue possible grâce au rassemblement de toutes ces compétences européennes. D'ailleurs, je ressens cette influence dans l'organisation de l'atelier. Les ouvriers disposent de douches, d'une salle de restauration, de vestiaires et sont raccompagnés le soir par Yulia jusqu'à l'arrêt du bus qui les ramènera chez eux. Chaque ouvrier, à son poste de travail, fabrique une pièce du puzzle. Ursus est le sculpteur. Je voulais des fleurs de glycine, il n'en avait jamais vu. Des photos, des peintures comme modèle font l'affaire. Je lui demande de mettre sa signature sur la porte de la roulotte. Il le fait avec fierté. Gavril, toujours souriant, et son collègue sont les spécialistes des volets. J'ai voulu des persiennes, alors lame après lame, il taille, ponce, tout à la main. Gavril est allé en France, dans la région bordelaise avec Marc, pour fabriquer des cabanes dans les arbres. Quelle aventure pour lui! Il n'avait jamais quitté son village. Il en rit encore en me le racontant. Sur le chantier, toute la journée, il entendait « Putain, putain ». Mais que voulait dire ce mot? Heureusement, Marc était là pour traduire. Mais l'aventure ne s'était pas arrêtée là. Le client l'avait emmené en avion survoler le bassin d'Arcachon. Imaginez, lui qui n'avait jamais vu la mer. Un soir après le travail, il m'invite chez lui. Lui aussi a un cheval, avec une charrette bien sûr. Il tient à nous montrer son lieu de vie. Sa belle-mère habite à côté, dans une maison traditionnelle.
Zbora? Nu zbora. Asta e pui. Ah, da? E puiuț. Ah, c'est un bébé, ça. Pieptul anul trecut au avut 7 kg. Pieptul. Oui, parce qu'il fait des trucs de pigeons voyageurs, c'est ça? Non, non, lui, non, c'est pas, ça, c'est des pigeons de. Ah oui! Santiret se cheamă. Ah, da? Porumbel curcan? Porumbel curcan, da. Ah, da? Că n-ai văzut că are coada așa ca curcanul. Și asta cum se numește? Așa dau. Porumbo. Ah, c'est pas des bestiaux. Porumbune. Oui, aux engrais. Unul am Ça, c'est oui, mais c'est maïs. aerisire. Allez, aération. Aerisire. Intră pisica, mai prinde un șoricel pe acolo. Ah, da. Eh? Gabriel, A fost greu să-l... porci. Agate porci. Hai să... La fois. Porci. C'est la française. Guillotine. Cum se cheamă? Ai interviu. Bonjour. Bonjour, Daniel. Traducția. Hai la mama să te iei salam. Nu l-ai plătit la kilometru, nu? Nu, mușcă. Le băgat-o. Le băgat-o. Lasă-mă în pace, nu te prostii tot atâta, lasă-mă în pace. Ça, c'est un poêle d'été. Faut faire la cuisine l'été, il faut les. La cuisine là. Asta e de la amiază. De ce îl puneți în apa așa? Pe mult pun în frigider. Să Da, mă da? bag cald în frigider. Ah, da. Nu se ține cald în frigider. Uh-huh. Trebuie să ne crește. Ah, eux, ils sont à peu près, ils vivent à peu près en autarcie. Là. Mai Ils achètent așa, juste dolează, stai sus. Ia. Gata! Apa! Bravo. Să-i dau câteva? Vrea să-i dau câteva. Îi dă drumul de aici și o de seara. Ah, și aduc acolo. Se încălzește acolo. Da, se încălzește. Nu mai este? Ca să nu se fi diferența mare. E gol! E gol, trebuie să-l împlu. O trecut vara. Nu, pregătit, că dacă... Pregătit, că... Dăm. Dar ala, dincolo, artezianul ala, Fântâna? fântână, bei apa de Da, acolo? da, da, acolo am hidrofor. Și de aici? De aici dăm la animale. Dăm la animale. Sunt două. Acolo folosim poți la să bei bucătărie și la baie. Bucătărie, mașina de spălat. Baia, mașina de spălat, avem de acolo. Las că te arăt, am hidroforul acolo. Donc, qu'est-ce que vous achetez? Ce cumpărați? Ulei, de l'huile, Zahăr, Orez. du riz, Să vezi cât bulion mi-am făcut. de Am acolo afară Tomatul l-am făcut noi. voilà, Tomat. tout ce qui est tomate, disons ce qu'il faut. din roșii, de prin grădină, de așa am făcut Și tomatul la agricultură. Baloțe, plătim, Până. Oui, aratul. tout ce qui concerne l'agriculture, payer, Dacă el e la faire serviciu des atât, ballots de paille ou de foin. Sunt oameni că nu ou plătesc, muncesc, cosesc C'est cu ces coasta, choses-là, cu quoi. mâna sau are Cosit, cu cap. cosit. Dar se poate că e faire mai couper, valabil să parce qu'ils plătești. ils peuvent Eu pas mai tout faire, degrabă donc ils font plătesc, couper decât l'herbe, dacă el e la muncă les toată foins. ziua. Bon, là, il faut qu'ils payent. Ca să fac Mais sinon, balot. c'est le minimum. Le reste, ils vivent, ils font leur viande, ils ont des cochons, ils ont le lait, le fromage. Cornul capri, gogoșac, dar rămân verzi, așa, e puțin să coc, nu... E prea rece timpul.
Sa grand-mère, elle a un poêle à bois ceva origine typique roumaine qui est d'origine depuis Asta e la sobă nuit des țărănească, 100% deci. Ouais, ça c'est un soba de paysan quoi. Et il dormait même, celui-là il était petit, et il dormait sur le haut l'hiver. Ah, uite. Dar asta e din pământ cu caramidă, nu? Cărămidă, da, și aici e cu ciment, aici e cu vac. Asta e făcută de moșu. Bătrân, are 20 de ani poate de când e făcută soba. Băi, 20 de ani. Numai niște modificări se poate să făcut. O curățăm. Nu, numai o curăț pe O aici. curățăm pe aici. Il a été nettoyé depuis il y a 20 ans à peu près. În rest nu-i faci nimic, așa Mais il dau est cu complètement bani, original. o spăl, o curăț, numai atât, atât. Nu-i rest, nu-i. Și lemn. Bah là, la grand-mère elle est là. Aici C'est o cop sa doar pièce pâinea, de în vie, două là. acolo, arată acolo o cop pâinea. Enfin, celui-là. Uite, pâine. Uite, pâine. Parce que oui, elle doit être. Ils font leur pain. Uite, Voilà. pâinea coaptă acolo. Grosse quantité, la petite Nu lanterna se quantité. vadă. Voilà. Să-i dați lanternă. Are la o lanternă. Et profonde. E mare. Cam 4-5 odată în cap. Tăbi. Ah oui, 4 ou 5 ils font. 4-5 pâini odată, tăbi de alea în cap În foa. în cuptor. Și aici faci focul. Închidem. Dar de obicei pui Voilà. Că ești bun pentru Hollywood. avem peste. Je goûte son pain et j'en emporte un morceau, cadeau de bienvenue. C'est cela l'hospitalité roumaine. Je commence à être vraiment immergée dans ce monde. Pour mieux comprendre ce mode de vie, je vais voir Leonardo à Umor, pas bien loin d'ici. Je l'ai connu lors de notre premier voyage. Il est professeur de français et c'est bien pratique pour communiquer. Vu de l'extérieur, peut-être il y a des changements que vous pouvez remarquer. Mais vu de l'intérieur, c'est difficile à dire parce que les 3 dernières années, nous n'avons pas constaté beaucoup de changements. C'est-à-dire que la vie de tous les jours est restée pareille que celle d'il y a 3 ans, voire 5 ans, peut-être plus. On s'est modernisé, comme je vous ai dit. Suceava, par exemple, qui est le chef-lieu du département, est bourré maintenant, si on peut dire ainsi, de grandes surfaces. C'est la ville où il y a le plus grand nombre de grandes surfaces rapportées à la population de toute l'Est de l'Europe, à ma connaissance. Bon, ça se modernise, il y a beaucoup de monde qui y va, mais bon, pour d'autres choses, la vie quotidienne n'a pas beaucoup changé. Petit à petit, jour après jour, la construction avance sous le contrôle vigilant et constant de Yulia qui traverse régulièrement ce très long bâtiment. Le bâtiment d'à côté est lui aussi occupé par un verrier. Dans son atelier, des centaines de feuilles de verre sont entreposées, de toutes sortes, de toutes couleurs, avec des motifs parfois extraordinaires. C'est là que je choisis mes vitres. En 3 jours, il réalise le double vitrage de toutes les ouvertures ayant pourtant des formes non conventionnelles. Encore une rapidité qui me surprend. Il y a des Roumains qui ont réussi dans leurs affaires, qui ont créé des entreprises de 15, 20, 25 salariés, qui marchent assez bien, mais à cause du système bureaucratique, disons en grande ligne de chez nous, ils préfèrent rester plus discrets. Astaé, c'est comme ça. Dans la journée, je quitte parfois l'atelier et pars dans la ville, au marché, faire mes courses pour assurer ma vie quotidienne. Aucun problème. Tout se passe de façon sereine, dans la bonne humeur. J'ai connu beaucoup de Français qui ont fait une vraie passion pour la Roumanie, qui s'y sont installés, qui ont commencé des affaires ou qui sont mariés avec des Roumaines et ils se sont très bien adaptés. La vie est sûre et calme, et bien, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème pour découvrir le pays. Le seul petit problème serait l'état de certaines routes qui ne sont pas encore modernisées et qui posent quelques problèmes pour les voitures. Peut-être dans l'avenir ça va s'améliorer, mais du reste, il n'y a aucun danger.
Le cimetière, a dit Yulia. Allez voir le cimetière. Ah, quelle surprise! L'entrée, un cimetière classique, une grande allée bordée de sépultures avec leurs tables, leurs bancs et fleurs sauvages suivant la tradition des cimetières orthodoxes. Sauf que, commençant à regarder plus en détail sur les tombes, j'observe les dates. Les dates? Oui, les dates sont gravées dans la pierre. Rien de plus classique, bien sûr. Les dates de naissance, c'est logique. Mais la date de décès prévue pour celui ou celle qui occupera cette tombe, parfois il n'y a que les 2 premiers chiffres, 2, 0. Suis-je déjà dans l'au-delà? Je poursuis dans cette allée et au beau milieu, un carrefour. La voie ferrée. Le train passe au milieu du cimetière. Yulia avait raison, ce n'est pas courant. La capătul Europei, asta e. C'est-à-dire qu'au bout de l'Europe, c'est comme ça. Mais c'est une attitude un peu fataliste. C'est-à-dire que on accepte la réalité telle qu'elle est et on ne fait pas trop pour la changer. Chaque soir après mes escapades, je passe à l'atelier pour voir les réalisations de la journée. Un soir, en arrivant, Yulia m'annonce brutalement: dans 3 jours, le transporteur sera là et la roulotte partira pour la France. Déjà, je suis abasourdie. Je vois encore plein de choses à y faire, mais elle ne sera jamais terminée. Yulia est affirmative, catégorique, elle partira dans 3 jours. Et puis, je m'étais habituée à cette vie. Je m'y étais confortablement installée et voilà que ça va se terminer. Cette roulotte n'est pas encore à moi. Je n'en ai pas encore réellement pris possession. Le transporteur, le Breton qui avait livré le châssis, est de retour. Quelle aventure ce chargement à la main. Sinon, le des 2 chevaux, il y a... Ça y est, elle a disparu. Et moi, je suis là, immobile, désemparée. Est-ce un rêve? Vais-je me réveiller? Cela a-t-il vraiment existé?